Bonjour. Alors, petite question. Voilà, comme ça. Avons-nous besoin du groupe pour exister? La réponse est à la fois oui et à la fois non. Parce que cela dépend du point de vue duquel on se place. Bien évidemment, nous sommes conscience. La conscience a plutôt tendance à être individuelle. La conscience a plutôt tendance à être omnipotente et donc à s'autosuffire à elle-même. Mais quoi qu'il en soit, les consciences sont quand même reliées entre elles par une certaine circulation d'énergie et d'information. Étant donné que une conscience est expérience et une conscience est créatrice. Donc, elle est à la fois création d'une autre conscience qui émane à la base d'une source et elle est également dans l'expérience en s'incarnant dans des véhicules alors humanoïdes terrestres pour nous, reptiliens aussi, ils ont une conscience, hein, faut pas l'oublier, dans les planètes, dans les étoiles, dans les galaxies, dans l'univers. Voilà. Il y a dans les fleurs, dans les animaux, certaines grosses montagnes aussi ont des consciences incarnées, certains lieux. Après, il y a aussi des entités qui squattent certains lieux, mais il y a des fois des consciences qui sont incarnées dans des lieux à haute vibration. Donc, quand la conscience est incarnée dans une planète, elle n'a pas franchement de potes à appeler tous les jours. Ah, comment tu vas et tout, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que t'en penses de ci, qu'est-ce que t'en penses de là. Elle a quand même un travail relativement individuel à produire. Quand on est dans les animaux, par exemple, sur certaines races d'animaux, il y a une conscience qui gère la race. Après, il y a des comportements justement qui se transmettent parce qu'il y a une vibration unique derrière l'ensemble. Au niveau de l'humanité, on va plutôt dire que la conscience s'individualise, voilà, dans un véhicule. Mais pour autant, le véhicule n'est pas individuel, lui. Eh oui. Pour la bonne et simple raison que nous sommes des mammifères. Eh ouais, notre instinct grégaire nous demande d'exister dans un troupeau. Il est bien là, le conflit entre les deux. Voilà. Donc, cette individualité que nous vivons du point de vue de la conscience, de notre part subtile, eh ben, nous ne la vivons pas du point de vue de notre véhicule, ou pas toujours. L'humain a besoin d'appartenir à un troupeau. C'est-à-dire que c'est relativement inconfortable d'évoluer pour l'humain, dans la mesure où ça lui fait perdre son troupeau. Quand on évolue, on a une façon de voir, de définir et de penser les choses qui changent en fonction de notre expérience, de notre vécu et de ce qu'on laisse infiltrer de notre intuition, de notre subtil en nous. Et du coup, on se retrouve à plus avoir les mêmes idées que les autres. Oh mince! Et on change d'environnement, on change de relation, on change de connaissances, de travail, d'amis, voilà, de conjoints. Voilà, parce que on n'est plus sur la même fréquence. On a intégré en nous une nouvelle fréquence qui fait que, entre guillemets, on change de troupeau. Voilà. Et bien évidemment, quand on se retrouve, entre guillemets, le cul entre deux chaises, pas toujours facile de savoir à quel nouveau troupeau, ou est-ce qu'il y a vraiment un nouveau troupeau auquel s'identifier. Bonne question.
Alors oui, on a toujours possibilité de s'identifier à un nouveau troupeau, nouveau groupe, ensemble, voilà, et de suivre un nouveau leader dans une façon de penser que l'on vient d'aborder et que l'on n'a pas encore complètement maîtrisé. Des fois, on passe au-delà de ça et on sort encore une fois de ce troupeau. Je suis sortie de beaucoup de groupes, beaucoup de façons de penser, parce que je suis en perpétuelle recherche d'une autre définition de moi-même. Comme vous. Tout le monde est en perpétuelle redéfinition de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une définition qui a été donnée à une chose et elle perd son sens quand on y met de la réflexion dessus. Et donc on va trouver une définition qui nous correspond mieux et qui va correspondre à d'autres personnes et ça va faire un agglomérat avec ces nouvelles personnes. Et quand on évolue dans sa façon de penser et de voir les choses, eh ben on évolue aussi dans sa façon de vivre, de son environnement et ses voisins. Voilà. Et on a peut-être des fois des amis, des voisins, des gens qui pensent pareil comme nous, qui sont pas si voisins que ça au final, qui peuvent être à l'autre bout du monde, mais ça n'empêche pas qu'on a une vibration et une façon de penser commune. Voilà. C'est pas le groupe n'est pas obligatoirement présent à côté de nous. Donc, ce qui crée des fois un petit peu d'isolement social, c'est pas bien grave. À partir du moment où on est en accord avec soi-même, c'est pas... voilà, c'est comme ça. Alors, ce qui est le plus compliqué, c'est quand ça nous éloigne du groupe famille. Voilà. Bon, à savoir quand même que dans beaucoup de cas, ce sont les contrôlants qui vous ont choisi la famille, le troupeau, dans lequel vous alliez grandir, afin que, non pas ils soient méchants avec vous, mais qu'ils soient parfaitement incompatibles avec vous, en fait. Et que pour vous sentir protégé par ce troupeau dans l'enfance où vous n'aviez pas la capacité de vous autosuffire à vous-même, vous avez altéré vos fichiers internes pour pouvoir être en sécurité. Cette sécurité, maintenant, à l'âge adulte, c'est vous qui vous l'apportez à vous-même, en fait. Et donc, du coup, avez-vous toujours besoin d'exister dans ce groupe qui, des fois, ne vous correspond plus? Ça n'empêche pas d'aimer les gens, mais au quotidien, il ne vous correspond plus dans sa vibration, dans sa façon d'être, d'agir, de comprendre les choses et de les définir. Voilà, donc il faut bien comprendre que voilà, cette évolution va nous projeter dans différents groupes au fur et à mesure de notre évolution et que plus vous allez vous libérer des égrégores, des dogmes, de tout ça, plus vous allez quelque part à un moment donné avoir la sensation d'être dans une solitude sociale, voilà, alors que pas du tout. Moi physiquement, proche de moi, il n'y a que une ou deux personnes avec qui j'ai des échanges réguliers, mais si j'étends mon cercle, hein, voilà, mon rayon d'action un peu plus, et ben il y a de plus en plus de personnes. On est en train de créer avec ces personnes une association qui va permettre justement de regrouper les personnes qui ont la même façon de penser, cette même notion de liberté, cette même notion de tout est en vous et le thérapeute est là pour vous aider à vous redéfinir, à vous accompagner dans ce passage un petit peu désagréable du cul entre deux chaises pour voilà, savoir qui vous êtes, vous redéfinir par vous-même, définir les fichiers que vous avez plus envie d'avoir, à faire des petites mises à jour, hein, comme l'ordinateur, hein, ouais, celui-là, le fichier, j'en veux plus. Je le mets dehors, ça m'intéresse plus de fonctionner comme cela. Donc voilà,
C'est ça, en fait, l'évolution. C'est se redéfinir en permanence. Alors, est-ce qu'on se définit en tant que suiveur dans le troupeau? Est-ce que l'on se définit par nos peurs et justement cette nécessité de troupeau? Ou est-ce que l'on se définit par notre capacité à pouvoir justement exister au milieu de ces égrégores sans que ceux-ci viennent nous atteindre profondément dans notre façon d'agir au quotidien? Alors, voilà, j'ai été en contact avec des personnes que je ne fréquente pas au quotidien ces derniers temps, des personnes que j'apprécie. Le groupe était très harmonieux, très agréable. Et il y a des informations qui sont passées par là, j'ai fait « Ah bon ?» Il se passe ça actuellement dans le monde, parce que moi je n'écoute pas les égrégores en fait. Voilà, cette peur permanente de la guerre et du fait qu'ils essayent de nous pousser à la guerre civile, parce que c'est ça en fait à l'heure actuelle, ils essayent de nous pousser à nous détruire nous-mêmes entre nous en fait. Ah ben c'est pas nous, c'est eux. Voilà, mais ils nous mettent tellement dans la peur de l'autre, sous tous les prétextes. Il y a eu le prétexte religieux, il y a eu le prétexte de race, il y a eu le prétexte... Et là, c'est le prétexte économique, quelque part, de ceux qui n'ont rien et de ceux qui ont trop. Et donc, du coup, ceux qui n'ont rien... Alors, c'est pas la base qui a vraiment rien, hein. C'est pas le quart-monde qui va réagir. Le quart-monde, ça fait tellement longtemps qu'il vit dans cette situation que il a fini par développer une certaine résilience et acceptation. C'est quand cette limite financière et de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut atteint la bourgeoisie et que cela pose problème. C'est quand ceux qui sont habituellement dans un certain confort perdent ce confort. Mais le confort, il est comme toute chose, il est comme la définition des choses, il est vraiment, comment dire, il appartient à chacun de savoir où est son confort et où est l'exagération dans ce confort. Est-ce que pour être en confort, il faut avoir un château? Ou est-ce que pour être en confort, il faut avoir un toit sur la tête? Pas de la taille d'un château, mais quelque chose qui nous permet de vivre, d'être au chaud, d'être en sécurité. Voilà, plutôt que de dormir dans la rue sous un carton. Certaines personnes se satisfont de peu et certaines personnes ne se satisferont jamais du tout, en fait, et vont mettre leur confort dans une chose matérielle alors que, par exemple, moi, je le mets dans quelque chose de plus énergétique et spirituel. Voilà. Donc, je préfère être... entre guillemets, dans un logement peut-être trop petit, pas avec tout le luxe et le clinquant que certains ont, et avoir justement cette évolution spirituelle qui va bien, elle, voilà. Donc, cela ne m'a jamais empêché, justement, de ne pas être dans le luxe, d'avoir cette évolution spirituelle. Est-ce que si j'avais été dans le luxe, j'aurais eu la même évolution spirituelle? Bonne question. Mais à partir du moment où on a plus ce qu'il nous en faut pour exister, est-ce utile? Pierre Rabhi disait que est-ce que si l'on collectionnait les chaises comme on collectionne l'argent, est-ce que ce serait vu comme quelque chose d'équilibré d'avoir 1 million, voire 2 millions, voire 1 milliard de chaises? Ce serait peut-être considéré comme un syndrome de Diogène, à un certain niveau. Voilà. A-t-on vraiment besoin d'1 million de chaises? Bonne question. Le lion, dans la savane, n'a pas construit un frigo pour y entreposer les gazelles en attendant d'avoir faim. Voilà. Donc, où est la limite
entre ce dont nous avons besoin et ce qui est projeté d'une éventuelle peur de manque. Voilà. Est-ce que je peux exister avec une seule chaise? Oui. Ça me suffira à m'asseoir et à me reposer et à prendre le temps de la réflexion. Est-ce que je peux exister sans chaise? Oui, certains y arrivent. Les ascètes existent sans chaise, ils s'assoient par terre. Alors moi, de mon point de vue, j'ai besoin d'une petite chaise un peu confortable. Voilà mon petit luxe. Par rapport à l'état de mon dos, il faut quand même que la chaise soit confortable, sinon je préfère rester debout, voilà, où je mettrai plusieurs jours à me remettre de m'être assis pendant plusieurs heures sur cette chaise. Donc, tout est une question de définition personnelle de quels sont nos besoins, quels sont les besoins et les peurs que l'on compense par un excès de chaise, et quelles sont la nécessité d'avoir 1 million de chaises. Voilà. Alors que certains n'en ont pas. Donc, je vous laisse réfléchir sur cette métaphore et parabole. Est-ce que l'évolution nous permet encore de garder 1 million de chaises quand on sait que certains n'en ont pas?